Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus à la une de ce magazine. Donc, des révélations sur le meurtre de l'ex-chef du renseignement rwandais. Dans cette lettre, le directeur du ministère du Public sud-africain informe que tous les suspects rwandais ont quitté l'Afrique du Sud en 2014 pour entrer au Rwanda. Il précise également que les procureurs ont abandonné les poursuites dans l'affaire du meurtre de Patrick Karegeya, compte tenu du fait qu'il n'existe aucun traité d'extradition entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Et c'est la colère de l'opposition sénégalaise qui se fait entendre après le rejet de 25 candidatures. Donc, le rejet de 25 dossiers de candidatures des opposants conduit à un mouvement de contestation. L'opposition sénégalaise, donc, riposte après le rejet par le Conseil constitutionnel d'une vingtaine de dossiers de ces candidats déclarés. Le collectif des 25 candidats de l'opposition, le C25, a lancé hier lundi un appel au peuple sénégalais à considérer Macky Sall comme candidat éliminé de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Et pour nous accompagner ce soir, elle est donc romancière, Marie-Gisèle Comme, très studieuse. Bonsoir Marie-Gisèle. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bonne année, on dit chez nous. Oh, bonne année. Vous avez l'air très sérieuse, très studieuse, très concentrée. C'est ma nature, je crois. Votre nature. Oui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes romancière, vous écrivaine d'origine africaine. Et ce soir, vous êtes venu nous présenter votre dernière parution. Il s'agit donc de La Révolte muette. Ça fait votre troisième parution, c'est bien cela? C'est ça. Pourquoi une révolte muette, Marie-Gisèle? En fait, c'est parce que c'est une révolte qui ne s'exprime pas par des paroles, ni par un manifeste, mais qui s'exprime pas des actes. Et par un rejet de la société. Donc c'est une révolte qui ne s'annonce pas. Voilà. C'est quand même une révolte. Nous allons parcourir votre œuvre tout au long de ce magazine. Et également, comme le veut le process, on ne vous transformera pas ce soir en une analyse des questions africaines, mais vous serez appelé à commenter l'actualité en provenance de l'Afrique. Tam-tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. I know I said to ma, I'm sorry for all what I did. She gave me love and strength the way no one can give, yeah. Before she goes to sleep, she makes sure our children got enough to eat. Oh, holy man will never forget what you did to me. Oh, mama, if you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh
yaga yo say yeah. She treated any kid the same as a kid. She preaches love your neighbor as you love yourself every day. Mama, you're my angel above, guiding night and day on your picnic them. Mama, I remember you and Pa together. You're my heroes. What me doing here today is because of you. You made me who I'm today. Oh mama, I miss you so bad. If you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Hey. Oh mama, yes a mom like you. Oh no, mama, you're my heart, you gave me life, you're everything I love to sing. You're always there, guiding my night. I will never forget all the things you did for me. Oh yes, you're my queen, mama. You gave me food to eat, a clothes to wear, and I heal my sick. And now you're gone, mommy. You still living on me. Oh mama, I miss you so bad. If you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Hey. Oh mama, yes a mom like you. Oh no, for all the love that you gave me once a healing. I know I wasn't right, you still took care of me. Now that you're gone, I'm down no cry. Oh Lord, what's a pain, yeah. I think of you every night and day. I'm missing you, I'm loving you. I miss you, mama. I'm missing you, I'm loving you. If you hear me crying, if you hear me breathing. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. C'était Don Martino dans l'album Rise Again du groupe The Soul Sonics. C'était donc Mom Like You. C'est une dédicace donc à toutes les mamans et à toutes les dames. Ce soir donc, pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons la romancière Marie-Gisèle Ncom qui est venue présenter donc son dernier roman, La Révolte Muette. Une fois de plus, bonsoir Marie-Gisèle Ncom. Bonsoir. Je le disais tantôt donc, en fait, nous ne fera pas de vous une analyse des questions africaines, mais vous allez vous prêter au process qui voudrait que notre invité en studio commente, donne un point de vue sur l'actualité. Et donc, on va faire un tour rapidement sur le continent et on vous retrouve dans quelques instants. Nous allons directement en République démocratique du Congo où des militants de Fayulu ont été dispersés par la police. Donc hier à Kinshasa, la police a empêché dans la tenue d'un rassemblement des partisans de l'opposant Martin Fayulu au lendemain de la confirmation de l'élection de Félix Tshisekedi. L'opposant voulait s'adresser donc à ses partisans. Rappelons donc une mission de l'Union africaine qui était initialement prévue hier lundi donc en République démocratique du Congo. Rappelez également que l'Union africaine au départ a fortement contesté dans les résultats et qui semble s'être alignée pour reconnaître donc le vainqueur qui est Félix Tshisekedi. Et on se pose l'action de savoir encore combien de temps il faudra donc aux oppositions africaines pour parler d'une seule voix. Pour une fois encore, on a vu, c'est pas courant en Afrique, on a vu un candidat de l'opposition qui remporte dans une liste où on sait, dans une élection où on sait qu'il y avait également le candidat de celui qui était considéré comme le dauphin du président Kabila. Et c'est M. Félix Tshisekedi qui a remporté. Et M. Fayulu trouve toujours à dire, dites-nous, vous êtes romancière, c'est vrai, vous allez me répondre, mais que pensent les oppositions africaines?
Marie-Zelcom, quelle est votre réaction? En tout cas, moi, si je devrais donner un avis, c'est pas, la question ne devrait pas être posée sur qu'est-ce que je pense de l'opposition africaine. Ma question, c'est qu'est-ce que je pense de la démocratie en Afrique? Est-ce que l'Afrique était prête pour la démocratie occidentale? Moi, je vous dirais peut-être qu'en Afrique, on a une forme de démocratie. Oui. Ça, c'était la démocratie précoloniale. Celle qu'on avait à l'époque où quand je prends l'exemple du Cameroun, il y avait le système matriarcal, où les rois étaient des héritiers, les rois étaient issus de la maman. Et quand la colonisation s'est imposée en Afrique, elle a renversé la tendance. Non seulement elle a fait comprendre à l'Afrique que non, il y a eu ce système où on nous a fait comprendre que la femme n'avait pas sa place, la femme ne pouvait pas gouverner, les colons ne pouvaient pas négocier avec les femmes. Donc ils ont imposé les hommes comme porte-parole de l'Afrique. Et ensuite, après les indépendances, voilà, ils ont instauré la démocratie en Afrique, mais ça ne marche pas. Donc, à votre avis, c'est au niveau de la démocratie telle qu'elle est vécue aujourd'hui que se pose toute la question. C'est bien cela? Oui, moi je pense qu'il faut revenir à l'ancienne époque, quand on avait des chefferies, des royaumes. Mais pourtant, on trouve encore des royaumes en Afrique. Oui, mais elles ont quelle puissance? Elles ne sont pas reconnues. Bien. Ça, c'est un... Elles n'ont pas de voix au niveau international. C'est vrai. On va poursuivre notre petit tour sur le continent et on vous retrouve dans quelques instants. On repart sur la côte ouest africaine et on s'interroge sur un an après, lors de son investiture dans le footballeur, l'ancien footballeur dont George Weah promettait le changement, l'ancien footballeur dont de renom élu à la présence du Libéria il y a un an. Donc, parle donc à ses compatriotes comme le ferait un prédicateur pour calmer ses compatriotes donc, et rejeter les critiques dont il fait l'objet. À la veille du nouvel an, donc George Weah a invité son gouvernement et ses partisans à l'inauguration d'une église familiale. À cette occasion, il a donné un service religieux de plusieurs heures, selon Jonathan Payton-Leyle, un correspondant de la BBC sur place. Il a dit « Dieu a donné à chacun un talent » qu'il peut utiliser pour son propre bénéfice, a enseigné George Weah, vêtu pour la circonstance d'une robe blanche aux fidèles de l'église Forky Jale Family Fellowship. Et ça nous donne donc à réfléchir. Elle me regarde, notre écrivaine, comme pour dire qu'est-ce que c'est. Bah oui, c'est ça à quoi on a droit en Afrique. Oui, je ne sais pas si le président George Weah, il est prédicateur, il est président ou il est footballeur. Bon, je sais pas, il occupe 3 fonctions en même temps. Ancien footballeur. Oui. Élu président il y a un an de cela. Oui. Et aujourd'hui, on le voit en train de faire de la prédication. Et le changement qu'on attend espérer n'est toujours pas arrivé. Il a rejoint ses pairs, simplement. Et ses prédécesseurs. C'est fort préoccupant parce qu'aujourd'hui aussi, alors moi qui reviens d'un voyage sur le continent, on a le sentiment qu'en fait, on a substitué le travail proprement dit aux églises et à la prière. Et quand un chef d'État s'y met, quel avenir pour ce continent? Marie-Zelcom. On en revient toujours à l'aliénation occidentale. Vous savez, ma grand-mère disait, les chrétiens, aujourd'hui nous sommes chrétiens, mais nous sommes chrétiens à partir de quoi? Nous sommes chrétiens à partir de la Bible. Et elle disait toujours que la Bible n'était pas le fondement, ne reflétait pas l'identité culturelle de l'Afrique. L'identité culturelle de l'Afrique, c'était nos traditions, nos totems, nos arbres, les éléments. Donc, si aujourd'hui on en est là, moi je n'accuse pas l'Occident. Hein, les Africains sont les premiers responsables de leur état aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris que l'Église aujourd'hui, par exemple l'Europe et peut-être les Juifs ont Jésus, les Chinois ont Bouddha, mais nous, qui avons-nous? Nous nous sommes rabattus derrière le Christ, c'est vrai, nous sommes tous chrétiens aujourd'hui, mais est-ce que c'était ça déjà le fondement de notre identité culturelle? Nous avons abandonné nos valeurs au profit des églises et après on ne réfléchit plus. Marie-Gisèle Nkom. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Pour ceux et ceux qui se joignent à nous ce soir, nous recevons Marie-Gisèle Nkom. Elle est romancière. Elle est venue nous présenter dans son œuvre La Révolte muette. Et qu'est-ce qu'on peut lire en quatrième couverture dans La Révolte muette, où le cri douloureux qui s'élève des profondeurs de l'Afrique pour trouver écho dans une France en mutation constante. Marie-Gisèle Nkom. Dans cette œuvre, pourquoi partir de l'Afrique pour se retrouver en France? Justement, je mets en évidence ce qui se passe actuellement, l'immigration. Donc je parlais de ce que tout Africain, enfin la majorité, espère vivre, c'est-à-dire partir en espérant trouver un meilleur avenir ailleurs, justement en France. Donc c'est cette révolte qui part déjà de l'Afrique, notamment au Cameroun, où il y a une certaine souffrance, un certain cri que ces femmes n'arrivent pas à expulser, et elles se disent que peut-être que si je pars ailleurs, je pourrais me libérer. Mais elles arrivent ici, elles trouvent une autre réalité, beaucoup plus douloureuse encore. Et elles expulsent quand même ce cri. Mais ce cri n'a pas d'identité, ce cri n'a pas... Elle ne trouve pas de liberté dans ce cri, parce que justement, elle n'a pas réussi à ressortir tout ce qu'elle... à découvrir et à assimiler tout ce qu'elle recherchait. Donc, rappelons donc en fait, La Révolte muette, c'est l'histoire de Salah, né dans le canyon du Nord Cameroun, excisé à l'âge de 7 ans, qui trouve refuge chez les hors-clans jusqu'au jour où les chiens de Dieu, je cite, rebelles fanatiques luttant pour l'indépendance du Biafra, capturent ses frères et assassinent ses parents, enlevés donc par des enfants soldats, violés puis mariés de force. Salah n'aura de cesse, au crépuscule de sa vie, de se libérer de l'abdomen du monde. C'est assez profond quand même. Et très douloureux. Pourquoi ce mélange-là? On a envie de rêver, on rêve quand on vous lit. Même en même temps, il y a quand même la souffrance. Non, mon roman, je n'ai pas envie de faire rêver, parce que je pense qu'on vit déjà trop dans un monde de rêve. On vit dans un monde où on rêve et on ne réfléchit pas. Donc, je n'ai pas envie de faire rêver dans ce livre. Ce cri, ce n'est pas un rêve, ce n'est même pas un appel au secours, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol où on se dit, voilà, il n'y a plus d'espoir. Ras-le-bol de qui? Ras-le-bol de tout. De la société, de l'être humain, de tout ce qui nous entoure. Marie-Gisèle, c'est vous la révoltée ou c'est simplement... Peut-être que je suis le porte-parole de beaucoup de personnes en ce moment qui se disent que, voilà, à un moment où on avance, on se dit, on a atteint le fond. Et après, on se rend compte qu'il y en a qui creusent toujours, mais qui creusent dans le sens où il faut avilir l'être humain. Donc, c'est un cri de révolte vraiment où on se dit, c'est un roman qui fait pas rêver, mais qui est porteur d'inespoir. Il y a plus d'espoir en cette humanité. Donc, il faut recréer quelque chose. Il faut recréer quelque chose à partir de cette révolte-là. Dites-nous, Marie-Gisèle Nkom, la question, je la pose de manière générale. Quelle est votre principale source d'inspiration? Principale, je n'en ai pas vraiment. Il n'y a pas de principal? Non. Et vous abreuvez où? C'est un tout. C'est un tout? Oui. Je m'abreuve pas de mon vécu personnel, mais je m'abreuve du passé surtout, des récits de ma grand-mère, du vécu de beaucoup de gens, et aussi peut-être d'une certaine imagination que voilà, j'arrive à me recréer sous. Quand vous parlez de votre grand-mère, de l'époque du vécu de votre grand-mère, parce que là il y a 3 générations. Il y a votre grand-mère, il y a votre maman, j'imagine, il y a vous. Oui. Et quand vous faites le lien aujourd'hui, le problème se trouve où? La source se trouve où de tous ces problèmes-là? La source se trouve bien avant ma grand-mère. C'est-à-dire? La source se trouve, je peux pas parler si, bon, en fait, votre question se... Pour rester dans le cadre, en fait, de votre œuvre, en fait, La Révolte muette. Oui. Parce qu'elle n'est pas tout à fait muette quand même, hein. Oui. Elle s'exprime, cette révolte-là. Elle s'exprime par des actes et par un certain repli sur soi, par des refus aussi. J'avoue que les questions se bousculent dans mon esprit, c'est-à-dire entre la trame prévue et ce que j'entends de vous. On va y aller comme ça, bâton rompu. Alors, vous parlez de refus, parlez de révolte, parlez de rejet. Et vous parlez même de cette souffrance, parce que là, la jeune fille est enlevée. Oui. Pas d'enfant soldat. Le féminin enfant soldat
il est loin d'être à la fin parce qu'effectivement, vous faites allusion à cette zone du Nord Cameroun où sévissent en fait, où sévissaient peut-être encore ces chiens de Dieu, entre guillemets, je vous cite, hein, ces chiens de Dieu. Qui sont les chiens de Dieu? Les chiens de Dieu, en fait, c'est des aujourd'hui, on les appelle des terroristes, mais à l'époque, pendant la guerre du Biafra, c'est une bande de sécessionnistes qui se sont organisés qui faisaient des razzias dans des villages et enlevaient des enfants, des jeunes filles pour en faire des enfants soldats. Et ils se faisaient appeler des chiens de Dieu. Et donc encore aujourd'hui, quand on vous lit, ils sont encore présents sous une autre forme. Ils sont présents sous une autre forme, peut-être pas sur le plan géographique, ils sont plus sur le même territoire, mais ils existent toujours. Le terrorisme existe, l'enlèvement des jeunes filles qui sont violées, ça existe. L'enlèvement des enfants pour en faire des petits soldats, ça existe toujours. Donc c'est vrai que cette histoire, c'est toujours un peu les effets du colonialisme, hein, où les pays ont été victimes des enjeux géostratégiques et géopolitiques de l'Occident et qui ont créé toute cette guerre, qui ont fait qu'il y ait des jeunes filles violées et puis dans leur maturité, ils se sont révoltés. Et dit qu'aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Quand on quitte, par exemple, la zone du Cameroun, on va vers la zone des Grands Lacs. Je fais allusion, par exemple, à la RDC, la République démocratique du Congo. Il existe encore le phénomène des enfants soldats. Il existe encore le viol encore utilisé comme arme de guerre. Oui, dans la zone du Kivu surtout, je pense. Oui. Dire, pour vous qui allez extirper cette souffrance-là, est-ce que vous-même, vous ne souffrez pas de cela? Si, j'en souffre. De la faire monter. Parce que l'impression qu'on a, c'est que, comme aujourd'hui, j'en parle ici parce que nous avons un travail que nous avons entamé avec les jeunes Congolais, surtout ceux de la RDC, donc qui font un travail pour mettre en lumière, en fait, ces crimes qui se perpétuent dans cette zone-là et dont on n'en parle presque plus du tout. Et quand la presse n'en fait plus écho, ça veut dire que ces silences sont tus. On a l'impression que lorsqu'on n'en parle pas assez, on souffre moins, mais vous qui allez extirper cette souffrance-là. En fait, je ne pense pas que j'extirpe la souffrance, parce qu'elle existe. Je ne l'ôte pas de ces personnes. Elle est ancrée, elle est en elle. Ces personnes vivent cette souffrance au quotidien, et peut-être elles n'arrêteront même jamais de souffrir. Je la mets juste en lumière, justement, j'attire l'attention et je dis, écoutez, c'est pas fini, ça continue, et essayez de faire attention. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois comment on traite le migrant ici, ce sont des personnes qui souffrent, qui sont parties de là où elles viennent avec ces souffrances dont j'en parle, qui sont ici, qui sont par exemple mal accueillies, qui sont chassées, qui sont pourchassées même parfois, qui sont traitées comme des bêtes, alors qu'elles portent déjà en elles une souffrance qu'elles traînent sur elles, qu'elles viennent trouver une autre souffrance ici, c'est difficile à supporter, c'est difficile même pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça de comprendre et d'accepter. Donc moi je peux pas dire que j'extirpe la souffrance, je la mets juste en lumière. C'est peut-être une sorte d'appel au secours que je lance, que je dis écoutez, ça existe toujours, ne fermez pas les yeux, ne tournez pas le dos. Il faut faire quelque chose. C'est vrai qu'un roman c'est déjà beaucoup de travail, mais indépendamment du roman, dans la vie active, est-ce que vous militez pour cette cause-là? J'essaye à mon niveau de faire quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que nous sommes une poignée. Nous sommes juste une poignée. Il faut beaucoup de personnes pour que ça s'arrête. Est-ce que vous êtes soutenu dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez d'autres voix autour de vous qui se lèvent pour vous encourager, pour vous soutenir dans ce que on peut appeler ce combat-là? Dans mes écrits ou bien dans... Que ce soit dans vos écrits que dans la vie, dans les différentes voies que vous choisissez pour dénoncer ce que vous dénoncez là dans votre œuvre. Non, j'ai très peu de personnes. Parfois, quand j'en parle, on ne m'écoute même pas. Qu'est-ce qui peut expliquer cette indifférence-là? C'est la société d'aujourd'hui. J'ai une phrase dans mon livre que j'utilise où je dis « Moi d'abord et les autres, c'est des merdes ». Cette phrase, j'y pense tout le temps. Parce qu'il y a une sorte d'individualisme en ce moment où
où chacun pense à soi, mais on pense pas aux autres. On ne se met jamais à la place de l'autre. On ne se voit pas à travers l'autre. On reste en soi. Et donc, c'est très difficile de se faire comprendre ou de se faire entendre quand la plupart des personnes sont dans cette logique. Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Balafon reggae, venez bouger au son du balafon reggae. Balafon reggae, yeah. Venez danser au son du balafon reggae. Aye Willy Jamalou yo, anga balafon reggae don. Foli minana, Kaba Burkina, Kasenya, Kanga Farafide Nuyana we. Ayena Jenny Muso, anga balafon reggae. Foli minana. Kaba Burkina, Kasenya, Kanga Farafide nous l'a bougé. Quand je me lève de beau matin, si je ne joue pas la guitare, je ne joue pas le reggae. Quand je me lève dans mon village, si je ne joue pas le djembé, je ne joue pas le balafon, je suis pas dans le temps. Non, je suis pas dans le temps pour passer la journée. Je suis pas dans le temps. Yes, sir. Non, je suis pas dans le temps pour passer la journée. Yes, I. Quand je me lève de beau matin, que la famille se porte bien. Y'en a qui se plaignent jour et nuit alors qu'ils ont tout pour être heureux. Mais quand on se lève de beau matin, que la famille, les amis se portent, que demander de plus. Remercions Dieu, c'est qu'on est dans le temps pour passer la journée. Demander de plus. Yes, I. Merci, je sais qu'on est dans le temps pour passer la journée. À Ouagadougou, nous avons bougé au son du balafon reggae. À Bobo Dioulasso, nous allons danser au son du balafon reggae. Balafon reggae, venez bouger au son du balafon reggae. Balafon reggae, venez bouger au son du balafon reggae. Les enfants de Ouagadougou. De mon village à la grande ville, tu m'as envoyé de partout. Aujourd'hui je peux pas faire la musique sans toi, sinon mon inspiration est limitée. Il faut bouger au son du balafon reggae, des enfants de Ouaga, des man, donc à nous mettre Congo, Africa, bouger ça. Des enfants de Thomas Sankara, enfants du Bobo Dioulasso, nous sommes des enfants de la musique. À nous Congo, Africa, des Rastaman par Rasta danser, Ayaman par Ayaman danser. Bouger, nous sommes des balafons reggae. Rio, Africa, nous sommes des balafons. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Une fois de plus, bonsoir amis auditeurs, nous recevons donc ce soir la romancière Marie-Gisèle Nkom qui est venue nous présenter donc sa troisième parution, son troisième roman qui est intitulé La révolte muette, et elle nous parlons tantôt de cette souffrance qui datait d'hier et qui est toujours présente sur le continent, cette souffrance qui date
Moi, j'irais même, elle nous a dit qu'elle a depuis la colonisation, moi, j'irais même qu'elle a depuis avant la colonisation, c'est-à-dire depuis l'esclavage, où effectivement, aujourd'hui, on s'interroge sur l'authenticité, sur certains aspects de l'homme africain, l'authenticité sur le plan spirituel, l'authenticité sur le plan culturel. On s'interroge, on a parlé tantôt de la démocratie, cette forme qui a du mal à prendre sur le continent, la démocratie à l'occidentale. Et on parlait tantôt de la difficulté des oppositions africaines à parler d'une même voix. Et chaque fois qu'il y a un vainqueur, même quand c'est un vainqueur qui vient de l'opposition, comme c'est le cas en République démocratique du Congo, l'opposition crie toujours au hold-up. Allez donc comprendre pourquoi cette forme de démocratie-là est celle qui semble plus prisée. Donc, Marie-Gisèle, comme avant donc la révolte muette, c'était les passerelles célestes. Les passerelles célestes, déjà, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Et merci d'avoir fait notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. J'avoue qu'en vous écoutant, on s'interroge si ce sont vos héros qui sont des révoltés ou c'est vous-même qui êtes une femme révoltée. C'est pas le débat. Ils étaient tantôt donc en fait les passerelles célestes dont nous ramènent dans l'univers de la femme, de la peur de l'autre, la colonisation à travers donc la présence de l'Allemagne en Afrique, et également donc l'intégration en France de l'une des héroïnes, et également ce racisme que vous disiez à l'envers, ce qui appelé donc le racisme anti-blanc. Ces jeunes blancs donc dans ce roman-là, donc dans les passerelles célestes, donc qui s'installe dans un village africain et malgré toute sa bonne volonté, ça ne suffit pas. Elle est quand même rejetée parce qu'elle ne correspond pas elle ne reconnaît pas. En fait, on la retrouve pas dans les us et coutumes de cette région où elle s'installe. Je vous laisse 2 secondes. On va faire un petit tour sur la côte ouest africaine pour prendre une brève et on vous retrouve dans quelques instants. On se retrouve donc au Burkina Faso où Rochmark Christian Kaboré, donc âgé de 71 ans, remplace Paul Kabatieba qui a présenté donc sa démission à son gouvernement vendredi dernier. Il aura donc la lourde tâche de combattre l'insécurité dans un pays confronté donc aux attaques djihadistes et aux violences interethniques. Dans la démission du gouvernement donc au Burkina Faso, donc M. Dabiré a été donc ministre de la Santé en 92 et 97, puis ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le chef de l'État donc burkinabé a dit sur le réseau social Twitter que c'est à lui qu'il fait confiance pour la direction du gouvernement. Marie-Gisèle Com, je parlais tantôt donc des passerelles célestes et moi je reviens, on va rentrer donc la révolte muette. Vous disiez qu'elle est muette cette révolte, mais on l'entend. On ne l'entend pas, on la ressent. On la ressent. Oui, on la ressent à travers Salah qui décide dans sa révolte de ne plus prendre soin d'elle, de ne plus assumer son rôle de femme, de ne plus se purifier, de se méconnaître en tant qu'être humain. Donc il y a un repli de sa personnalité, un refus de son existence qu'elle s'impose à elle-même et à la société qui l'entoure. Donc c'est une forme de révolte puisqu'elle n'a pas le droit de s'exprimer, puisqu'on l'empêche de s'exprimer, de parler, de dire qui elle est, de dire ce qu'elle ressent. Donc, elle exprime cette révolte à travers ce refus d'exister. Elle ne met pas fin à ses jours, mais elle dit, ça y est, je n'existe plus. Je me rends malade, je ne me purifie plus, je ne mange plus, je ne parle plus, je me fais flou. Mais est-ce que cette forme de révolte-là est efficace? Elle est efficace parce que ça amène la société à s'interroger. Même si peut-être on va dire, ça y est, elle est devenue folle. Par exemple, son mari qui dit, bon, j'ai plus de femme, je vais prendre une autre femme, il va épouser une jeune fille. C'est vite vu, hein. C'est vite vu, oui, c'est vrai. Mais quelque part, elle a imposé sa volonté. Elle n'a pas subi la volonté des autres. Elle ne se laisse plus dominer, elle ne se laisse plus posséder par un homme qu'elle n'aime pas. Donc, c'est vrai, elle se libère de cette forme de vie qu'on a voulu lui imposer, en devenant ce qu'elle ne voulait pas être, mais elle est quand même libre. Et ça attire l'attention quand même de la société vers elle qui se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle, elle est possédée, qu'est-ce qu'elle a? Tout. Elle est abandonnée à elle, mais elle a attiré l'attention de la société vers elle. Lorsqu'on veut transposer cette manière dite muette, en fait, d'exprimer sa colère et d'exprimer son désaccord, aujourd'hui, vous vous rendez compte, enfin, à l'observation, bien entendu, quand on va sur le continent africain, toutes ces révoltes, elles semblent inefficaces. Ça pose problème quand même. Ou plutôt, je ne sais pas comment l'exprimer.
Elle est inefficace parce qu'il y a Elle pas... semble, j'ai bien semble, hein, parce que on a vu sur d'autres territoires africains où les peuples essaient de se soulever, mais ceux qui sont en place, voilà. Moi, là, je vais à l'échelle nationale, des dirigeants. Je sors du cadre familial, là. Parce que votre héroïne, Salah, elle le fait dans un cadre, dans la vie privée. Oui. Mais c'est une révolte quand même. Oui, c'est une révolte. Quand on se révolte, le souhait quand même, c'est d'être vu, d'être entendu. Mais je vous assure qu'à la fin, elles vont être entendues, elles vont se faire entendre. À la fin du livre, elles se font vraiment entendre. Et très méchamment d'ailleurs. C'est très beau dans votre roman, Oui. mais je veux me permettre de transposer ce qu'on vit dans votre œuvre, dans la réalité aujourd'hui. Ces peuples-là semblent croupir dans une sorte de différence. Ça, c'est le problème. En fait, les peuples ne croupissent pas dans l'indifférence. Les peuples croupissent, si je vais dans votre logique, les peuples croupissent dans l'indifférence de par leur volonté. Parce qu'il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas de révolte parce que le peuple vit... Si je prends l'exemple de l'Afrique centrale, par exemple, excusez-moi la répétition, il n'y a pas de volonté ferme de la part des peuples de s'imposer. C'est ce que vous Par pensez, rapport au- c'est oui. ce que vous pensez? C'est ce que je pense. Et pourtant, moi, C'est ce que je pense parce que si je prends, par exemple, je ne m'avance pas trop sur le plan politique, mais si je vais sur le plan, par exemple, de la culture, je prends par exemple nos philosophes, nos grands professeurs et tout. Il n'y a pas une volonté, par exemple, ferme de dire, voilà, on va imposer une culture africaine au sein, par exemple, du système de l'éducation. On n'a pas d'université africaine en Afrique. On a des lettres modernes en Afrique, par exemple. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il n'y a pas de littérature négro-africaine vraiment reconnue de manière universelle. Donc il y a pas on ne défend pas ces valeurs-là. La culture africaine n'est pas vraiment défendue sur le plan international, Mais est-ce que c'est sur pas- le plan de l'éducation. Est-ce que c'est pas faute de moyens aussi? Non. Moi, je pense nous ne sommes pas pauvres. Nous nous laissons appauvrir. Il y a une différence par rapport à ça. Nous ne sommes pas pauvres. L'Afrique n'est pas pauvre. On peut très bien créer ces universités, éduquer nos enfants avec nos propres valeurs. Bien, on vous retrouve dans quelques instants. Et c'est la France donc qui convoque l'ambassadeur d'Italie à Paris. La France donc a convoqué l'ambassadeur d'Italie après que le vice-premier ministre italien a accusé les Français d'exploiter les pays africains, donc les appauvrir et de favoriser la migration clandestine. Dimanche dernier donc, Luigi Di Maio a appelé l'Union européenne à imposer des sanctions à la France pour sa politique en Afrique. Il a déclaré que la France n'avait, je cite, jamais cessé de coloniser des dizaines d'États africains. Ces derniers mois donc, les dirigeants populistes italiens se sont heurtés à la France à plusieurs reprises sur des questions telles que la migration, des protestations donc et autres. Et cela semble donc être proche de ce que disait donc notre invité de studio, qui dit effectivement que l'Afrique n'est pas pauvre, elle se laisse appauvrir. Est-ce que vous vous trouvez proche de ce que pense le vice-premier ministre italien? J'avoue que je n'ai pas suivi tous ces propos, mais par rapport à ce que vous venez de dire, je rejoins entièrement cette pensée. Parce que si on voit, j'en reviens toujours à l'Afrique centrale, qui en fait les pays qui ont été par exemple sous tutelle ou sous colonie française. Si vous voyez bien la carte sur le plan géopolitique de l'Afrique et même au niveau des enjeux géostratégiques de tout à l'heure, les pays de l'Afrique centrale sont les pays qui se sont moins développés. Les pays qui ont été sous le jour, par exemple, des pays qui étaient des Anglais, se sont vraiment développés. Sur tous les plans, même au niveau de la démocratie. Quand on prend, je sais pas combien de présidents se sont succédés au Ghana, alors que l'Afrique centrale, voilà, c'est toujours les dictatures qui sont imposées. Donc, je me dis, franchement, il y a un problème à ce niveau-là.
il y a un problème. Est-ce que justement, il n'y a pas cette volonté manifeste de la France de maintenir ces pays, voilà, je peux même pas dire dans la pauvreté, mais en dessous du seuil de la pauvreté, quoi. Parce Donc, que vous soupçonnez aussi voilà, la France, parce que le vice-premier ministre italien, lui, il a accusé la France. est-ce que c'est normal, par exemple, que notre monnaie soit toujours fabriquée sur le par la France? Est-ce que c'est normal que ces fluctuations monétaires soient toujours imposées par la France? C'est pas normal. La question que vous posez, de toute façon, à Tam Tam Tropical, plusieurs fois, nous avons dénoncé cela, parce qu'effectivement, la souveraineté de l'État passe aussi par sa souveraineté au niveau monétaire. Donc, c'est pas un secret, c'est un secret polichinelle pour ceux qui nous écoutent régulièrement. Nous sommes toujours insurgés contre cela, qu'effectivement, il serait intéressant que cette monnaie soit battue par les États africains. On vous laisse souffler un instant et on vous retrouve dans quelques instants. Le soleil découvre le ciel sournois. Le feuillage élève sous le feu des rayons. La magie des chants des grillons. Chaque matin dès que le soleil brille, je pense à ce paysage, ma nostalgie. Abanga est le nom du village que j'aimerais, quel que soit mon âge, me ressourcer dans ces forêts. Je reviendrai. Ah, ces matins au village. Ces matins au village. Une voix s'élève dans la rue, le messager du chef de tribu. Un orage dans une cuisine, c'est maman qui frit les beignets. Et ce sera toi, ma cousine, qui ira les vendre sur le marché. Vite les garçons, il faut aller à l'eau avant que ne commence la journée folle, puisqu'aujourd'hui c'est la récolte du cacao. Ah, ces matins au village. Ces matins au village. Ces matins au village. Ces
C'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous rentrons dans les 10 dernières minutes de ce magazine, on va même dire les 7-8 dernières minutes de ce magazine pour ceux et celles qui se joignent à nous. Car ce moment, nous recevons donc l'écrivaine romancière Marie-Gisèle Nkom qui est venue présenter donc son dernier roman, La Révolte Muette. La Révolte Muette où on nous parle, c'est l'histoire de Salah, né dans le canyon du Nord-Cameroun, non excisé à l'âge de 7 ans, qui trouve donc refuge chez les hors-clans jusqu'au jour où les chiens de Dieu, je cite, les rebelles fanatiques luttant pour l'indépendance du Biafra, capturent ses frères et assassinent ses parents. Enlevés donc par des enfants soldats, violés puis mariés de force, Salah n'aura de cesse au crépuscule de sa vie de se libérer de l'abdomen du monde. Et une fois de plus, merci à vous, Marie-Gisèle Nkom, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et donc on va rapidement donc sur la côte, là c'est sur l'est donc du continent où l'excision et autres mutilations génitales féminines sont en hausse. Dans l'est donc de l'Ouganda, donc les autorités déclarent avoir pris connaissance d'une recrudescence des mutilations génitales féminines. La police de la région de Sebei a intensifié donc ses efforts pour éradiquer les MGF qui sont interdits en Ouganda depuis 2010. La plupart des femmes excisées seraient âgées d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, certaines femmes non excisées avant le mariage sont confrontées à un isolement social et à la pression de se faire exciser. Marie-Gisèle Nkom, face à ce genre d'informations, quel est votre ressenti? Je suis outrée. Je suis outrée parce que nous sommes au XXIe siècle. Moi, je situe mon roman au XXe siècle, au début du XXe siècle d'ailleurs, par rapport à l'excision de Salah. Mais là, vous voyez, nous sommes au XXIe siècle. Et les mêmes traitements continuent. Et je pense même, vous l'avez dit, il y a une recrudescence. Donc, ça veut dire que ça s'amplifie. C'est pas normal. C'est pas normal qu'au XXIe siècle, le corps de la femme soit encore un objet de douleur. Qu'elle soit aussi dépouillée de son essence. Parce que couper une partie du corps d'une femme, c'est la dépouiller de son essence. C'est la dépouiller de son identité corporelle. C'est la tradition, Marie-Gisèle Nkom. Non. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est culturellement quelque chose qui non, est pour moi, ce n'est pas que je ne peux pas considérer ça comme une tradition ni comme une culture. Parce que c'est quelque chose qui engendre de la douleur, qui provoque de la douleur, ne doit pas faire partie de la culture. La culture, c'est l'identité même de la personne. C'est une personne entière qui doit être mise en valeur, défendue, mais pas mutilée. Je vous prends en mot, quelque chose qui provoque la douleur, mais il y a aussi la circoncision provoque la douleur aussi chez les jeunes garçons. Ah ben, tout ça, c'est ce que je dis. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal de mutiler le corps d'une personne. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et donc, pour revenir sur votre œuvre, parce que là, on parle de souffrance. Je vous ai tantôt effectivement que vous semblez l'extirper et vous dites que vous n'extirpiez pas. Non, je n'extirpe pas. Elle est là. Elle est ancrée, oui. Elle est là. Mais maintenant qu'on arrive pratiquement au thème de notre magazine, voyez-vous, dans votre précédente œuvre, on parlait de femmes. Pourquoi voilà. Est-ce que vous êtes féministe déjà? La question est posée. Non, je ne suis pas féministe. Mais vous semblez beaucoup plus défendre la femme. Je défends la femme parce que je pense que de par mon éducation, j'ai plus vu la femme souffrir. J'ai vu la femme dans une dimension d'objet, où elle était traitée comme un objet. Et pour moi, en grandissant avec cette vision-là, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je montre aux gens que la femme n'est pas seulement une mère, elle n'est pas seulement une femme, elle est une personne. Elle est pas un objet, elle est une personne, elle n'est pas là pour procréer, elle n'est pas là pour pour jouer son rôle de femme, elle n'est pas là pour vaquer aux occupations ménagères, elle est une personne d'abord. C'est vrai, quand je suis venue en Europe, quand j'ai commencé à lire et tout, j'ai vu qu'il y avait quelque part aussi
certaines sociétés où on respectait la femme, où la femme malmenait même l'homme. Ça, En j'ai Afrique, par découvert exemple, ça. en Afrique, on respecte la femme quand même. On commence. Oh, moi, là où j'ai grandi, la femme n'était pas suffisamment Moi, je ne respectée. partage pas totalement votre Voilà. point de vue parce que dans cette Afrique-là, généralement, c'est vrai que les hommes, ils bombent le torse dans la cour, ils parlent fort, mais on sait que généralement, c'est dans la cuisine, comme on le dit symboliquement en Afrique, c'est dans la cuisine que les choses se décident. Oui, mais moi, je vous parle de ça avec mon regard d'enfant. Vous comprenez? Moi, je suis un enfant, je ne sais pas ce qui se passe dans la chambre ou dans la cuisine. Moi, je suis dans la cour quand je vois un homme qui bat sa femme. Moi, je suis dans la cour quand je vois un homme qui trompe sa femme. Donc, pour moi, c'est pas... Je ne suis pas dans la chambre pour savoir ce qui se passe. Tromper la femme, c'est-à-dire qui dit les choses pas vraies? Non. Qui, par exemple, quand sa femme n'est pas là, qui en ramène une autre, par exemple. Ah, ça vous choque? Moi, ça me choque. Ou alors là, qui décide là, de c'est prendre... la femme qui parle ou bien c'est parce que... J'ai dit, quand je suis enfant, vous savez, j'ai longtemps pris j'ai longtemps considéré, excusez-moi le terme, l'institution du mariage comme un objet pour moi, comme quelque chose pour moi qui n'avait aucune valeur, qui n'avait pas de sacralité. Parce que j'ai justement vu comment les mariages se passaient et comment ça finissait. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours regardé un peu de haut, où je me suis dit, ça c'est dangereux pour moi, en tant que femme, quoi. Voilà. Bien, Marie Zelcom, nous avons beaucoup à dire sur votre œuvre, Oui. et même sur la précédente, Les Passerelles Célestes. On fait la promesse de vous inviter de nouveau au mois de mars avec d'autres écrivaines pour parcourir votre univers artistique, parce qu'il a l'air très intéressant, surtout parce qu'on peut faire un rapprochement avec la vie contemporaine, notre monde d'aujourd'hui. Oui. Et donc, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous retrouver donc au mois de mars prochain. Merci à vous de m'avoir invité, et puis je remercie toute l'équipe qui m'a écouté et toutes les personnes qui m'ont aussi écouté. Je voudrais juste faire un coucou à mon éditrice Virginie Carbutia qui m'écoute en ce moment, je pense. Et puis voilà, je remercie ma famille, mes amis et puis mes amours aussi. Merci à vous, c'est vraiment la romancière. Bonne soirée mes auditeurs, nos magazines arrivent à son terme. On se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe,